Bonjour Philippe Callin. Merci Bonjour. d'être avec nous en fait pour cette interview sur le renforcement des systèmes de santé et l'importance de ce renforcement. Et merci de participer à notre réseau francophone, IFA français, et d'avoir cette interview avec nous aujourd'hui. Par rapport aux deux derniers articles en fait que vous avez écrits récemment et qui seront partagés dans notre forum, j'aurais quelques questions à vous adresser. La première concerne de votre expérience, quel est le meilleur modèle aujourd'hui pour gérer en fait ces épidémies transnationales? Alors, pour essayer de préciser ces questions, je voudrais peut-être rappeler dans quel contexte et pour quelles raisons j'ai écrit ces articles. Donc, j'ai travaillé plusieurs années à l'OMS, à différents niveaux de l'organisation, au siège, dans un bureau régional et finalement dans un pays, au Laos pour être exact. Et je travaille maintenant dans une unité de recherche affiliée à la section suisse de MSF. Mes sujets de recherche sont l'éthique, la santé globale et un sujet un peu dérivé qui sont les industries extractives. Donc tout ça pour dire que ces articles reflètent mon expérience personnelle et des réflexions qui viennent de ces différentes situations où je me suis trouvé tantôt par hasard, tantôt pour des raisons professionnelles. Alors, euh, le problème des épidémies, évidemment, n'est pas nouveau. Et une première observation que j'ai faite, euh, notamment en travaillant à l'OMS, c'est que les épidémies étaient traitées comme des événements individuels, ponctuels et récurrents, et la réponse aux épidémies était traitée comme un programme vertical. Donc maintenant, effectivement, on parle beaucoup du renforcement des systèmes de santé comme une mesure essentielle pour la prévention et la réponse aux épidémies. Ce qui est évident pour moi, il y a 10 ans, c'est déjà évident. À l'époque où je me trouvais au Laos, si je peux me permettre d'évoquer cette expérience, beaucoup de financement était amené pour la riposte et la prévention des récurrences de SRAS et de grippe aviaire. Et c'est dans un contexte où les systèmes de santé, notamment les soins curatifs, étaient extrêmement dévastés et d'ailleurs très peu fréquentés puisque l'offre de soins était extrêmement minimale. Donc effectivement, s'il n'y a ni accès ni confiance dans les systèmes de santé, ni réponse aux besoins de santé, on a là un problème. Alors pourquoi est-ce que il y a eu cette négligence des systèmes de santé dans le concept de la réponse aux épidémies? Mon interprétation, c'est que le, la valeur portée à la santé, et notamment dans cette maison où nous nous trouvons, a évolué au cours des années d'un concept de la santé comme un outil de réalisation, des capacités individuelles, comme dirait Amartya Sen, donc quelque chose qui a une valeur morale en soi, euh, non seulement une valeur instrumentale. Puis dans les années 80, on est passé d'un concept de la santé comme un instrument de développement, et plus particulièrement de développement économique. Puis plus récemment, et c'est, je dirais, l'idéologie dominante, c'est la santé comme un outil de sécurité. Le leitmotiv derrière les recommandations, les délibérations et les réunions de tous les acteurs de ce que j'appelle l'architecture de la santé mondiale. C'est intéressant, mais c'est en même temps assez dangereux. D'abord, le mot sécurité et sécurité sanitaire apparaît de manière récurrente depuis les années 90 dans différentes déclarations et documents des Nations Unies et de l'OMS
Le mot sécurité apparaît notamment dans la constitution de l'OMS. Et a priori, quand on parle de sécurité sanitaire, le mot est très attrayant. Et ce qui fait sa force et sa popularité, je pense, dans la diplomatie internationale, c'est sa versatilité. Donc assurer la sécurité de tous de manière équitable, c'est quelque chose effectivement hautement souhaitable et un idéal très noble. Maintenant, le mot sécurité, évidemment, a des connotations sécuritaires. Et très vite, on est allé vers une dérive de sécurité dans le sens sécurité domestique, riposte, sécurité assurée par les sécurités militaires, sécurité contre le terrorisme. Donc il y a une extrême ambiguïté dans l'utilisation de ce mot sécurité sanitaire. Et quelles sont les conséquences de cette dérive sémantique, si je peux l'appeler comme ça, c'est que la santé mondiale, et notamment la riposte aux épidémies, la surveillance des épidémies est inféodée, instrumentalisée pour des questions domestiques. C'est une incitation aux États riches de s'intéresser aux épidémies qui se passent ailleurs. Tant que ça se passe ailleurs, ça ne nous intéresse pas beaucoup. À partir du moment où ça nous menace, et ça menace non seulement la santé, mais aussi la sécurité, la survie de notre pays, ça devient important. Donc on a perdu ce sens que la santé en soi est quelque chose d'important. Et à mon avis, ça explique pourquoi la reconstruction des systèmes de santé a été si négligée, puisque c'est quelque chose qui n'apporte pas de bénéfices immédiats. Donc c'est un petit peu la thèse que je défends et que j'illustre dans un papier récent où ma collègue Caroline Abou-Sada est co-auteure, et j'essaie d'analyser à travers ce prisme la campagne d'éradication de la poliomyélite et ses difficultés récentes, notamment dans des pays de conflit, d'une part, et d'autre part l'épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest et les retards à y répondre. J'ai eu une expérience personnelle en 1995 à Kikwit, en République démocratique du Congo. Il y avait une épidémie de fièvre hémorragique d'Ebola, une grande épidémie selon les critères de l'époque, une petite épidémie de nos jours. Rétrospectivement, le cas index et la réponse à cette épidémie sont passés dans un intervalle de 3 mois. Si on reprend le cas index de cette épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, si on l'a retrouvé, c'était en décembre 2013, l'identification de l'épidémie en Guinée dans sa première phase prend aussi 3 mois. Donc depuis 20 ans, et malgré les efforts mis dans la surveillance globale, le règlement sanitaire international, on n'a pas, c'est une anecdote, mais il semble qu'on n'ait pas beaucoup avancé dans l'identification rapide des épidémies. Il faut se poser la question de pourquoi, évidemment, et l'incitation qu'ont les systèmes de santé à rapporter très rapidement des événements inhabituels si l'aide qu'on reçoit en échange n'est pas assurée ou est assurée par des organisations humanitaires. Donc voilà. Et pour la poliomyélite, la campagne d'éradication de la poliomyélite, c'est un effort absolument remarquable, et on a, même s'il y a eu des retards, la disparition du
du sérotype 3, je pense, et puis peut-être du sérotype 1, je ne sais plus, je sais plus trop lesquels, est remarquable. Ceci dit, ça reste un problème résiduel et là, dans des pays qui sont le site de conflits ethniques, où précisément l'action humanitaire est militarisée et la santé est ce qu'on appelle sécurisée. Si vous voulez éradiquer une maladie et que cette éradication nécessite la confiance de la population ou la confiance des chefs coutumiers, il faut évidemment que faut les convaincre que les buts de ces campagnes sont uniquement sanitaires. Et on est là dans un contexte où il y a d'autres enjeux, donc on ne peut pas gagner l'éradication de la poliomyélite si on n'a pas si on a ce concept de ce qu'on appelle dual use, on va dire ça, de la santé.